Le clan est l'ancêtre du couple. Alors le clan, il servait à quoi déjà? À la protection, parce que c'était plus facile de se protéger quand on était en nombre que quand on était individuel ou deux. Donc il n'y avait pas d'identité individuelle dans le clan. L'entité, c'était le clan. L'individu, c'était le clan, et tout était fait pour le clan. D'accord? Il n'y avait pas de notion de couple, parce que dès que les femmes étaient prêtes à perpétrer la race, parce que c'était la fonction du clan, c'était la fonction de le clan n'avait qu'une seule fonction, c'était la reproduction. Donc dès que la femme était en âge d'enfanter, elle était prise par un homme du clan, elle était mise enceinte, et puis après l'homme en mettait d'autres, et ça tournait comme ça. Voilà. Donc il n'y avait pas de notion de couple, il y avait juste une notion de perpétrer la race. Le couple est arrivé plus tard. Ensuite, quand le couple est arrivé, le couple est arrivé par besoin, déjà. C'est-à-dire, on se mettait en couple, pourquoi? À l'époque, on se mettait en couple pour solidifier un pacte entre diverses seigneurs. On se mettait en couple pour des raisons immobilières, on se mettait en couple pour des raisons économiques, on se mettait en couple pour des questions d'héritage, et en aucun cas il n'était question encore à l'époque d'amour. Les couples, comme on le conçoit nous maintenant, c'est très récent, ça date d'une centaine d'années, à peu près 100-150 ans, où on se met en couple par amour. Mais avant ça n'existait pas. Avant, l'amour était vécu en dehors du couple. Tout bizarre que cela puisse nous paraître maintenant, tout ce qui était sentimental était vécu en dehors du couple, puisque le couple n'avait qu'une fonction, c'était celle d'intérêt, avait une fonction intéressée. Voilà. Ensuite, quelle est pour vous la définition? Ça, c'était juste pour vous situer un petit historique de l'évolution de l'être dans la relation à l'autre. Voilà. Mais là aussi, c'est pas le but. Il y a d'autres conférences qui sont sur le sujet. Quelle est pour vous la définition d'un couple? Deux personnes. Oui, mais ça suffit pas. Pour refaire un couple, ça suffit pas. Quand vous parlez essentiellement pour le monde occidental, évidemment. Oui, oui, on est dans le monde occidental. Je voulais dire quelque chose. Oui, allez-y. J'ai lu le texte de la présentation. Une chose qui m'a frappé, parce que moi je suis un mec, entre guillemets, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il ne parle pas de... je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se mettent en couple pour avoir des relations sexuelles, tout simplement. Oui, mais c'est ce que... Je sais que c'est un peu provocateur de dire ça, mais c'est volontaire. Non, mais c'est pas... Il n'y a pas de provocation nulle part. Le fait est qu'un couple, alors je vais vous donner la définition du couple tel qu'il est donné par la littérature et par la biologie. Un couple, c'est un homme, alors ne criez pas, c'est un homme, une femme et du sexe. Voilà, ça c'est un couple comme on l'entend. Après, vous avez des couples mono, 2 hommes, 2 femmes, mais dans la nature, c'est pas un couple. Dans la nature, pour la nature, en rapport des règles de la nature et des règles cosmiques, un couple, c'est un homme, une femme, parce qu'un des buts du couple, c'est de perpétrer la race. Donc 2 hommes, 2 femmes, ça perpétrait pas, ça fait pas continuer la race. Bon, maintenant, on a adapté tout ça, c'est sûr, ils peuvent adopter des enfants, voilà, mais on rentre pas là-dedans, on reste dans la définition de la nature. Un couple, c'est un homme, une femme et du sexe. Tous les psys sont d'accord là-dessus, Jung, Freud, tout le monde est d'accord sur cette définition, un homme, une femme et du sexe. Voilà, ça c'est un couple. C'est pour ça que antérieurement, un couple, alors ça aussi c'est selon les préceptes et les concepts de chacun, mais on peut être en couple sans vivre ensemble. D'accord? C'est un couple. Du moment qu'il y a un homme, une femme et du sexe, c'est un couple. Voilà. Maintenant, il y a eu de grandes discussions depuis très très longtemps sur le fait. Donc, quand on épluche toute la littérature, des fois c'est un petit peu ambigu. Mais ce qu'il en résulte, en réalité, le couple, c'est ni plus ni moins que l'apprentissage
du rapport à l'autre. Hein? C'est pour ça qu'hormis le fait... Parce qu'il faut suivre le couple dans son évolution aussi. Hein? Le couple qui avait en l'an 500, et dans l'évolution humaine, le couple évolue avec l'humain. Hein? L'être humain évolue, le couple il évolue avec. Voilà. Donc, on va parler essentiellement du couple de nos jours. Hein? L'être humain, à l'heure actuelle, vous avez dû vous en rendre compte, alors ça perturbe certains ou ça en étonne d'autres, mais à l'heure actuelle, on vit une époque où l'individu prend toute sa place. Hein, on vit une époque individualiste. Vous en êtes tous rendu compte. Hein, l'individu, il s'est trouvé, et c'est un chemin normal de l'évolution, même si c'est poussé à son extrême. Hein, la découverte. C'est pour ça que je vous ai fait le parallèle au départ. Au départ, l'être humain n'était pas individualisé. Il vivait pour le clan. Après, il vivait pour le Seigneur, et ainsi de suite. Et maintenant, notre évolution nous amène à prendre pleinement conscience de notre individualité. Et de ce fait, on raisonne en individu. Mais alors, c'est sûr qu'on l'expérimente à l'heure actuelle, peut-être de manière un petit peu prononcée. Hein. Il n'y a plus que du retourner vers soi. Mais en même temps, c'est un chemin normal de notre évolution. Et le couple, il se cadre avec ça. Hein. Donc, en partant de ce principe, il est important de penser que le couple, c'est deux individus. Et à l'heure actuelle, il y a le problème que je rencontre le plus souvent en consultation, c'est que les couples ne sont pas faits de deux individualités. Ils sont faits soit d'une fusion, donc c'est deux qui en font plus qu'un, et là, ça ne fonctionne pas, ou il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, et là, ça ne fonctionne pas non plus. Alors, un vrai couple, c'est deux individualités qui en font un troisième uni. Vous voyez le schéma que je veux vous faire comprendre? Ces deux individus, on reste deux individus bien séparés, mais on en forme un troisième fait des deux individualités, sans que chacun des protagonistes perde son individualité. Et maintenant, comme on est des individus, ça dépend aussi de l'âge, hein, mais plus ils sont jeunes et plus ils sont dans l'individualité, et là ça pose aussi un problème, parce qu'ils ne sont plus capables de former ce troisième. Ils sont tellement tournés vers eux qu'il n'y a plus cette synergie qui forme le troisième. Chacun cherche à prendre le pouvoir sur l'autre. Et ça ne peut pas fonctionner non plus. Pour faire un couple qui tient la route, hein, j'entends. Après, vous pouvez vivre comme ça pendant 15 ans. Hein, moi, je vois plein de couples où un est assujetti à l'autre, et ça dure depuis 15 ans. Mais c'est pas épanouissant. Moi, quand je parle de couple, c'est d'un couple épanouissant. C'est pour que chacun puisse s'épanouir au sein de son couple. Hein, voilà. Donc, ceci étant précisé sur le couple, est-ce que vous avez des questions par rapport à votre notion du couple? Est-ce qu'il y a quelque chose qui diffère de par la généralité de la littérature sur le sujet? Non? Parce qu'un couple, c'est quoi un couple pour vous? C'est quand même quelque chose qui doit être épanouissant. Puisque personne ne parle, quand vous dites un couple c'est épanouissant, j'ai un certain âge, autour de moi, je vois aucun couple épanouissant. Non, j'ai dit un couple, ça doit être épanouissant. Ça devrait être. J'en vois pas autour de moi. En réalité, le couple c'est quoi? Le couple c'est l'image de l'individu qui le forme. Voilà. Alors tout ça pour expliquer quoi? Déjà, si on veut faire un couple épanouissant, il faut que les personnes elles soient déjà dans la complétude d'eux-mêmes. Alors, ce qu'on appelle la complétude d'eux-mêmes, c'est d'être bien centré sur elles, c'est-à-dire d'être dans la réalité des choses, que les dualités qu'elles ont en elles soient cadrées, et que le côté émotif de chaque personne soit cadré aussi, et que la personne soit dans une démarche évolutive qui puisse l'amener à un certain état d'équilibre, et dans cet état d'équilibre, si on rencontre une personne qui est dans la même démarche, on fait un couple épanouissant. Maintenant, à contrario, ça c'est l'idéologie, hein, c'est
ça serait quelque part l'idéal. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que à l'heure actuelle, le couple est le miroir des défauts de chacun. C'est ça. Quand on est avec quelqu'un, alors je vais vous faire les différentes possibilités et raisons pour lesquelles on se met en couple. Donc il y a ce qu'on appelle le couple besoin, c'est-à-dire deux personnes qui se mettent ensemble parce qu'elles ont un besoin, soit de sécurité, soit affectif, un besoin quelconque. Donc ce besoin, comme on ne peut pas se l'amener soi-même, eh ben, on va le trouver chez quelqu'un. Voilà. Donc vous avez des femmes ou des hommes, c'est pareil, qui ont besoin d'être rassurés. Eh ben, on va trouver une femme ou un homme qui va nous rassurer parce qu'on n'est pas capable de se rassurer soi-même. C'est ce qu'on appelle le couple de besoins. Voilà. Après, il y a X besoins, mais les plus basiques comme besoin, je vous le dis, c'est le besoin de sécurité. C'est quelqu'un qui va vous sécuriser. Il y a le besoin dans le côté qui apporte le besoin émotif, d'accord, qui va pouvoir qui va pouvoir vous permettre d'assouvir vos émotions. Il y a le couple, la sécurité, je l'ai dit. Il y a le couple qui amène la sécurité. Voilà, il y a la recherche de quelque chose que l'on n'est pas capable de s'amener soi-même et qu'on va rechercher chez l'autre. Voilà. Ensuite, il y a, alors quand on monte en strate, il y a, je l'appelle notre ami, mais c'est juste un clin d'œil, hein. Jung a mis en exergue le principe d'anima et d'animus. Vous connaissez un petit peu anima, animus? L'homme est porteur d'un anima et la femme est porteur d'un animus dans sa psyché. Hein? Et on fait un couple en rapport de l'image de son... Alors pour un homme, après je prendrai l'exemple de la femme pour que tout le monde s'y retrouve. Hein? Par exemple, moi je suis porteur d'un anima, et je vais chercher une femme qui correspond à l'anima que j'ai en moi. C'est-à-dire, l'anima, c'est mon côté féminin. Hein? D'accord? Parce que tout homme et toute femme a un côté féminin. Voilà. Ensuite, la femme, en elle, elle a un côté masculin qui est appelé l'animus, et elle va chercher un homme qui correspond à ce besoin animus, donc à l'image qu'elle se fait et qu'elle a de son animus. Hein? Elle va rechercher l'expérimentation de son animus chez l'homme qu'elle va rencontrer, et l'homme, il va expérimenter son côté anima chez la femme qu'il va rencontrer. Voilà. Et ça marche à tous les coups. Maintenant, l'animus et l'anima, justement, on rencontre des gens pour le découvrir, parce qu'on n'en a pas conscience, ça fait partie de notre inconscient. Hein. Et en même temps, Jung disait que la relation à l'autre était le moyen de découvrir la part d'ombre que l'on avait en soi. C'est-à-dire des choses que l'on ne veut pas voir en soi, et que on va choisir une personne qui a ces comportements que l'on a en soi et que l'on ne veut pas voir pour pouvoir les découvrir. J'ai été clair là ? Vous avez compris ? Voilà. Donc c'est pour ça que, comme disait monsieur, très justement, un couple est rarement épanouissant. Puisqu'on est là pour expérimenter des choses, on est là pour en réalité se connaître par rapport à l'autre. Hein? Le couple sert, si vous préférez, à se connaître et à connaître notre part d'inconscient que l'on ne peut pas voir. Donc, alors, vous avez des gens qui expérimentent ça sur de longues périodes. Vous avez des gens qui expérimentent leur être avec plus de personnes sur des périodes courtes et successives qui ont plusieurs relations. Hein. Alors, après, se greffe aussi là-dessus tous les comportements inadaptés. Vous avez des gens qui multiplient les relations parce qu'ils sont porteurs, par exemple, du complexe de donjuanisme, hein, ou du complexe de Casanova. Voilà, ce sont tous des gens qui ont des comportements stéréotypés et qui multiplient les relations parce qu'ils sont porteurs d'un problème psychologique, d'un problème comportemental.
Hein? Et moi, où l'image du père et de la mère? Ah ben après, ça vient. L'image du père et de la mère, en réalité, c'est inclus dans l'anima et l'animus. Notre anima et notre animus, en quelque sorte, il se construit par rapport à l'image de la mère et par rapport à l'image du père. D'accord ? La femme, par exemple, elle construit son animus en partie en rapport de ce qu'est le père. Et l'homme, il construit son anima par rapport à l'image de la mère. D'où en découle le complexe d'Oedipe aussi. Hein, parce que la femme, le premier homme dont elle tombe amoureuse, c'est le père, et le garçon, la première femme dont il tombe amoureuse, c'est la mère. Hein. Après, il se passe des processus où l'Oedipe est bien canalisé, et ça se passe bien, et il y a dans certains cas, l'Oedipe est mal canalisé, et l'homme reste amoureux de la mère, et là, ça crée des relations, ce que j'appelle moi pathologiques, hein, et inadaptées. D'accord ? Voilà. Donc, ça fait déjà partie de divers processus qui font qu'on rencontre plutôt certaines femmes ou certains hommes. Donc je suis un petit peu désolé sur le fait du romantisme, du coup de foudre et de tout ça, parce qu'en réalité, c'est une image très poétique, très sympathique et que j'adore, mais qui en réalité n'existe que dans le côté émotionnel de l'être. Hein. On croit toujours tomber amoureux d'une femme par hasard, enfin pas moi, mais beaucoup de gens pensent qu'ils sont tombés amoureux par hasard et que le hasard il a fait, et que si, le hasard il a rien fait du tout. C'est parce que notre inconscient, lui, il se connecte aux autres inconscients et il va choisir la personne qui correspond à tous ces facteurs. Hein, parce que il n'y a pas que l'anima, il y a tout ce que je vous ai dit. Vous avez des gens qui sont en besoin et qui vont former un couple pour être dans ce besoin, pour compléter et pour pouvoir compléter ce besoin et en être satisfait. Hein. Après, il y a aussi l'image citée de Casanova et de Don Juan. C'est totalement différent parce que Casanova, il a consommé. Oui. Alors que Don Juan, il est resté dans le fantasme. Oui, mais ça reste deux problèmes de la psyché qui font qu'on multiplie. Hein, c'est deux comportements pathologiques, si vous préférez, qui expliquent que des gens consomment des relations. Maintenant, il y a aussi un fait de société, c'est que le sexe est devenu comme le reste et qu'on consomme. Donc là, c'est plus des couples, hein, c'est de la consommation sexuelle. On ne peut plus parler de couple, même si un homme et une femme aient du sexe, mais ce n'est pas en vue de former un couple, c'est juste de la consommation sexuelle. Donc c'est encore une autre démarche. Voilà. Ensuite, ce que je voulais dire aussi qui est très important, c'est que le couple, alors je vais en décevoir certains, mais vous regarderez autour de vous, hein, le couple n'est pas... Le but du couple, ce n'est pas d'être heureux. Ça, c'est le but qu'on a dans notre conscient, hein, au niveau de notre néocortex. Là, c'est ça. C'est ce que la société veut dire. Soyez heureux. Alors, c'est pas ça. Le but du couple, c'est de travailler sur soi. Voilà. Donc, il faut être très attentif à ce que nous renvoie l'autre. Et à ce que nous, on renvoie à l'autre, et tous les deux, on va progresser, et c'est en cela qu'on va s'épanouir. Parce que quand vous prenez la vie des êtres que nous sommes, alors je ne sais pas l'idée que vous en avez, mais on n'est pas sur Terre pour vivre heureux, avoir une grande maison, une grosse bagnole, et une belle femme ou un bel homme, et un gros compte en banque. Hein. C'est pas le but c'est le but que la société veut bien vous faire véhicule. Mais le but de la vie, regardez autour de vous, c'est pas ça. Hein. On est tous emmerdés, on a tous quelque chose qui va pas, on a tous un domaine où ça marche pas. C'est ça la réalité de la chose. Hein. La réalité de la chose, c'est pas l'île paradisiaque avec le yacht et toutes les nanas ou tous les hommes qui dansent autour de vous. Hein. Ça, c'est bon. Ça, c'est ceux qui veulent y croire, c'est bien, mais ils vont être vite déçus. Hein. Le but de la vie, si vous n'en êtes pas aperçu, c'est de progresser dans les domaines où ça va pas. Hein. Et si vous ne progressez pas, la vie, elle vous met des contextes de plus en plus durs, elle vous file des coups de pied au cul pour que vous puissiez évoluer là où ça ne va pas. Et la relation à l'autre est un formidable outil d'évolution pour chacun des deux protagonistes du couple. Hein, parce que c'est parce que vous allez vivre dans votre couple où vous allez
vous évoluer et pouvoir travailler sur vous. Alors, je ne sais pas les couples que vous vivez ou les couples que vous avez vécus, ça vous regarde, mais vous pouvez voir que en réalité, ça se résume, le couple, il se résume à ça. Il y a toujours des moments de tension et des moments de crise. Alors, crise, ça vient de chaos, hein, l'étymologie, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut reconstruire quelque chose. La crise, en réalité, elle n'est pas nocive. Elle ne devrait pas être nocive. La crise, elle est là justement pour engendrer et vous dire, tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas, regardons ce qui ne va pas, le transmuter et l'arranger de manière à ce que chacun des protagonistes évolue. Maintenant, c'est vrai qu'avec notre vie sociétale, c'est difficile de prendre le temps de regarder tout ça, c'est difficile de regarder ce qu'on vit, on est plutôt à regarder qu'il faut changer la télé, la voiture et tout le reste. Et après, en dernier, avec un ça va pas, on divorce et puis on recommence la même chose avec la prochaine. Moi, j'ai plein de gens en consultation, ils en sont à leur 2, 3, 4e relation, et ils me disent gentiment, ah, bah alors, j'ai pas de chance, hein, je rencontre toujours la même femme et ça finit toujours de la même manière. Voilà. Bon. Ben, au bout de 4 fois, on pourrait quand même s'interpeller sur le fait si nous, on n'a pas quelque chose à y voir quand même dans la démarche. Hein? Donc, ce que je voulais dire aussi, voilà, c'est ça, c'est que le couple, la relation à l'autre déjà dans son ensemble, mais plus particulièrement le couple, pourquoi? Parce qu'il y a une notion d'intimité dans le couple qu'il n'y a pas dans le côté relation à l'autre professionnel, tout ça. Vraiment, là où on se met à nu quelque part, ben, c'est dans le couple. Hein? Voilà. Et c'est en se mettant à nu où l'autre il nous renvoie des choses et où on peut s'étudier soi-même et progresser, et de là, peut-être atteindre des niveaux d'équilibre et être mieux dans ces prochains couples ou dans le couple que l'on vit actuellement. Là, on n'est pas obligé de se séparer pour pouvoir travailler. Hein. On peut travailler dans le couple et progresser dans le couple, et que les deux progressent en synergie. On n'est pas obligé de divorcer, de se séparer, de tout vendre, de tout casser. Hein. On peut continuer. Mais bon, après, c'est vrai que, vous savez, on n'est pas... Depuis qu'on arrive sur Terre, de par notre éducation, on n'est pas formé à tout ça. C'est un travail qu'on doit faire à part, de penser qu'on est des êtres qui avons un niveau d'évolution. On est surtout formé pour consommer, on est formé pour plein de choses, pour être rentable. Dès l'école, on vous dit, ben, tes premiers c'est bien, tes derniers, bah, tu dégages. Il y a une notion de concurrent, il y a une notion de meilleur, il y a une notion de valorisation comparée aux autres, ce qui rend malade la moitié de la population. Et tout ça, on n'est pas formé à cette démarche personnelle évolutive. Hein. On est surtout... on nous garde bien de tout ça. C'est justement le rapport à l'autre qui nous fait que quand on se dispute, quand ça va pas, ben on se dit tiens merde, au bout d'un moment il y a quelque chose qui cloche. Vous savez que il est prouvé, hein, il est dit que, je vais vous raconter ça parce que peut-être ça va vous faire germer des choses, mais on ne voit chez l'autre que ce que l'on est porteur soi-même. Voilà. Donc ça ouvre plein de portes, ça. Hein. Quand on dit moi je rencontre que des gens agressifs, machin, chose, eh ben, je suis désolé, mais c'est que nous, on est porteurs de l'agression, c'est pour ça qu'on peut la ressentir. Et c'est pour ça qu'on ressent certaines choses dans le couple et qu'on n'en ressent pas d'autres. Vous avez des couples où ils sont dans l'agression. Moi j'en ai, c'est faramineux. Déjà quand ils arrivent, ils sont dans l'agression. Il ne faut pas se dire 3 mots, voilà. Et il y en a toujours un des deux qui me regarde et me dit « Vous voyez, ma femme ou mon mari, il est agressif. » Alors je leur explique gentiment que si ils ressentent l'agression, c'est qu'ils en sont porteurs eux-mêmes. Et c'est pour tout comme ça. L'être humain ne peut pas percevoir quelque chose dont il n'est pas porteur. Si vous n'en êtes pas porteur, vous n'apercevez même pas. D'accord ? Puisque vous ne pouvez pas le conscientiser. Il y a un très bel exemple là-dessus pour bien faire comprendre, c'est que pour que l'on soit conscient déjà qu'il fasse nuit, il faut qu'on connaisse le jour. D'accord ? Si on ne connaît pas le jour, on ne peut pas être conscient qu'il fait nuit. Si, par exemple, il n'existait que la nuit, ben, on n'aurait pas conscience qu'il fait jour. Ben là, c'est un petit peu pareil. Si on n'est pas porteur de quelque chose, on ne peut pas le reconnaître. Et c'est en cela où ce que nous renvoie l'autre dans la relation est important. Parce que si on le repère chez l'autre, c'est qu'on l'a au fond de soi. Et surtout qu'on ne le voit pas.
Donc toutes les situations qui sont conflictuelles et qu'on se demande « Oh, putain, mais l'autre quand même, putain, il est chiant avec ça », c'est que nous on l'est aussi. Et si ici il nous le renvoie, c'est pour que l'on puisse le travailler et qu'on puisse le corriger et devenir à des comportements adaptés. Et le fait que nous on le corrige, ça va aider l'autre à le corriger. D'accord ? C'est jamais à sens unique. Hein. C'est par notre correction que l'autre peut corriger. Et si par hasard, il ne peut pas corriger parce qu'il n'en a pas les ressources, là, à ce moment-là, la relation s'arrête. Parce qu'il n'y a plus possibilité de synergie, et là, la relation, elle s'arrête. Après, elle peut durer pour diverses raisons. Je ne veux pas vendre la maison, donc on reste quand même ensemble, ou ce que j'entends très souvent, on reste ensemble pour les enfants, hein, alors que c'est pire que s'ils étaient séparés. Voilà. Donc, après, ça peut continuer, mais il n'y a plus d'intérêt au couple. Voilà. Après, ça devient, je vous dis, quelque chose de raisonné qui n'a aucune utilité et aucune possibilité d'épanouissement. Vous avez des questions sur ce morceau-là ? Moi, j'aimerais dire quelque chose. Allez-y, surtout pas. Je pense, vous me faites penser, en fait, il y a deux périodes pour le couple. Ça peut être un avec en nous écoutant. Il y a la période où on a les enfants, j'ai connu ça, enfants, travail, tous ces trucs-là, obligations, stress, tout ce que vous disiez tout à l'heure. Après, les enfants, ils partent, on est libre. Le couple, moi, ce que je vois autour de moi, c'est pas mal de couples qui vivent pas ensemble. Ils se voient, comme on dit, pour le meilleur. C'est quoi le meilleur ? C'est-à-dire faire les trucs ensemble de temps en temps, mais pas la relation permanente, c'est plus un couple. C'est plus un couple alors ? Oui, mais quand même, parce qu'ils gardent le sexe. Vous parliez de relations sexuelles tout à l'heure. Ces gens ont des relations sexuelles de temps en temps, à mon avis, autant que dans certains couples d'ailleurs. Et puis, ça va très bien, parce qu'ils ne sont pas tout le temps sur le dos l'un de l'autre. S'il y en a un qui a envie de faire du ski, il fait du ski. Si elle préfère faire du macramé, elle peut aller faire son macramé. Enfin bon, et finalement, je trouve que c'est pas mal. Alors ça, je peux vous l'expliquer très facilement. Ça va être peut-être un petit peu étonnant pour certains si vous n'êtes pas dans cette démarche-là. Mais vous savez que vous connaissez l'hermétisme un petit peu. Oui, un petit peu. Alors, les pharaons, vous connaissez les pharaons. Il y avait un art ancien qui s'appelle l'hermétisme, d'où découle beaucoup d'arts, comme l'alchimie, comme l'astrologie, mais pas celle que vous voyez, pas celle que vous entendez, pas Marie-Claire, pas tout ça. Voilà. Enfin, pas rentrer dans le débat, mais il y a une astrologie qui est réelle. Pas celle qui a été décrite dans Science et Vie, non, j'ai entendu dire là. Enfin peu importe. Il y a un premier période. Enfin, il y a la période de l'enfance et de l'adolescence où on se structure. D'accord ? Il y a en gros 3 périodes dans la vie d'un être. Il y a la première, enfance, où on se structure, où on se formate. On se formate comment ? Par l'éducation parentale, par l'école, maintenant, avant c'était par l'entourage, et par son petit vécu, c'est-à-dire par la découverte du monde que l'on a autour. Ensuite, il y a, là je le fais très court, parce que c'est pas le but, donc je vais pas, voilà. Ensuite, il y a une période médiane, celle dont vous parlez, la première dont vous avez parlé, qui est le premier retour de Saturne, en gros, donc qui va jusqu'à 50 ans, où on structure notre vie. Et si vous regardez bien, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, on cherche un milieu professionnel, on structure une vie familiale, on se met en place dans la société, telle qu'elle est. Et après, arrivé à 50 ans, ce que vous voyez souvent autour de vous, c'est le deuxième retour de Saturne, si vous voulez l'appeler comme ça, ou appelez-le deuxième cycle, ou comme vous voulez, ou comme ça vous arrange. Et là, on commence à être dans la découverte de l'être et à commencer à prendre conscience qu'on a des besoins autres que dans les 2 premiers cycles, surtout dans le deuxième. C'est-à-dire, on commence à prendre conscience
qu'on a besoin, peut-être que de moins de matérialisme, il y a peut-être autre chose que ce que nous propose la société dans son côté consommateur et dans son côté structure bien établie, la voiture, comme je disais tout à l'heure. Donc, en gros, ça varie chez les gens, alors ça peut être 48, 50, 52, 56, et chez les plus lents, ça va jusqu'à même un peu plus loin, et des fois, ça vient très tard. Voilà. Et de ce fait, dans cette partie, à partir de 50 ans, on se rend compte qu'on a d'autres besoins que les besoins, ce qu'on appelle vulgairement les besoins matériels. Et on commence à se tourner vers autre chose. Il y a aussi, chez certains, ça se déclenche plus tard, parce qu'ils sont à la retraite, et le fait de se retrouver sans activité professionnelle, il y a 3 choix: ils font un infarctus, ils font une dépression, ou alors ils se tournent vers leur être. Ils se disent, tiens, je me sens vide, je n'ai plus d'étiquette de travail, j'ai plus d'étiquette de la société, merde, je ne suis plus rien. Et à partir de là, il y a tout un processus qui se met en place de manière à se découvrir soi-même, découvrir l'être que l'on est. Alors des fois, ça se passe plus ou moins bien. Et voilà. Donc, c'est pour vous répondre, il y a 3 périodes. Et le couple, il suit. Bon, dans la première période, on découvre l'autre, on découvre son opposé. Qui en réalité, ses côtés opposés, parce qu'on est Vous savez que le fœtus, au départ, il est asexué. La sexualité, le sexe, il se définit dans l'évolution du fœtus, mais au départ, il a les deux. Et des fois, quand ça se passe mal, il garde les deux. Voilà. Mais bon, c'est rare. Donc, en partant de ce fait, ça c'est la première. Voilà. Ensuite, on découvre l'autre dans la partie médiane. Donc, on découvre l'autre dans tout le côté, pour ceux qui sont tournés dans ce côté-là, dans tout le côté matériel. C'est-à-dire, on rencontre l'autre, on l'expérimente, on fait des enfants, on construit maison, machin, voilà. Mais ça, c'est dans la dernière partie, on expérimente l'autre en tant qu'être, en tant qu'individu. On se dit, tiens, je suis avec un individu, voilà, qui est différent. Alors là, on prend conscience de plein de choses dans le couple. Du moment qu'on commence à prendre conscience qu'on est avec un être et non plus dans une mouvance sociétale qui dit qu'il faut être à deux pour faire plein de choses, tout ça, on commence à découvrir que l'autre, il est un individu au même titre que nous, et qu'il a plein de choses comme nous, et qu'on découvre petit à petit. C'est-à-dire, ce que j'entends par un être, c'est qu'il a des besoins, il nous renvoie des choses, il y a des moments de crise, il y a des choses qui nous interpellent chez l'autre et qui nous fait miroir, et on se demande, mais tiens, pourquoi? Donc ça fait réfléchir et on va chercher sur nous pourquoi ça se passe comme ça. Donc il y a ce 3e stade qui fait qu'on est plus interpellé par ce que l'on est que dans le 2e stade, pour répondre à votre question. Voilà. Et on le croit. Et tout ce qu'on ne peut pas prouver, on ne le croit pas. Voilà. Et pourtant, quand vous avez votre téléphone, vous entendez une voix dans le téléphone, d'accord? Et vous voyez pas, et la personne, elle n'est pas dans le téléphone, vous n'avez pas 10 millions de personnes dans le téléphone, la voix, elle est bien amenée. Elle est amenée par des ondes que vous ne voyez pas. Parce que nos 5 sens que l'on a, ils ne sont pas capables de voir ces ondes-là, mais elles existent. Et il y a plein d'autres choses qui existent et que l'on ne voit pas et que l'on ne peut pas prouvé scientifiquement, et pourtant ça existe. Mais donc on a pris un certain retard, et la relation à l'autre, et le couple notamment, est l'outil rêvé pour pouvoir évoluer dans cet axe-là. Voilà. Maintenant, le couple bonheur, comme je vous ai dit, le couple machin, ça ne peut pas exister. Ça peut pas exister. Entre 2 êtres, comme on n'est pas parfait, ça ne peut pas exister. Et si on était parfait, on ne serait plus là. Donc, on est là pour se parfaire, et l'autre est l'outil rêvé pour se parfaire. Vous avez tous vécu en couple, là, ou vous êtes peut-être même en couple à l'heure actuelle. Ça a été du 100% bonheur. Vous avez pris des cachets pour le croire. Non, mais il y en a, c'est sûr.
Le but du couple, ceux qui ont vécu en couple, vous ne pouvez pas me dire que le but du couple, c'est d'être heureux et d'avoir beaucoup d'enfants dans une grande maison. Ça ne fonctionne pas, ça. Hein? Si on est un petit peu conscient, ça ne peut pas fonctionner. Et quels sont ceux qui ont ce qu'on appelle vécu des couples évolutifs et qui ont pu moduler des choses qu'ils ont en eux, alors je précise, par force ou par gré, mais hein, vous avez tous vécu ça quand même, vous êtes tous modulés par rapport à l'autre. Tous séparés, réfléchis. Oui, mais attendez, ce que j'entends moduler, je ne parle pas de compromis, je ne parle pas de concession, et le troisième, c'est de sacrifice. Hein, donc ça c'est pas de l'évolution, hein, ça c'est de l'assujettissement, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas bon. Hein, voilà. Je parle pas de ça, je parle de se moduler par rapport à une compréhension et par rapport à des ressources et un état de conscience qui change. Hein. C'est ça ce que j'appelle moduler. Et cela ne doit, en finition, cela n'amène aucune... Il n'y a pas de connotation, ni d'obligation, ni des trois mots qui me plaisent, là, qui sont charmants. Voilà, il n'y a aucune connotation de tout ça. C'est un changement par un changement de ressources et par une compréhension qui se passe au niveau du hara. En français, c'est au centre émotionnel, là. Hein, voilà. Et pas dans le néocortex où on se dit tous les matins, il ne faut pas que je fasse ça, ça va gueuler, il ne faut pas que je fasse ça, ça va gueuler. Voilà, ça c'est pas de la modulation épanouissante. Hein. Ça, c'est des coups de fouet tous les matins, ou tous les soirs, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc, ça se passe plus dans l'inconscient que dans le conscient. Hein. Ben, ça se passe plus dans l'inconscient. Après, on peut aller... il y a un autre axe du couple qui est un petit peu plus difficile à croire suivant les gens, parce que si vous n'êtes pas ouvert sur ce côté-là, alors c'est pas un défaut de ne pas être ouvert sur ce côté-là, mais chacun, on est tous différents, pense très fort, enfin aimer des formes pensées. Vous savez ce que c'est une forme pensée? C'est des choses que l'on pense tout le temps et que l'on aimait. Pour sa découverte sur le sida, et maintenant il le traite de fou quand il dit que l'eau a une mémoire. Donc, cherchez l'erreur, hein. Mais si vous conscientisez vraiment que l'eau a une mémoire avec tous les travaux qui sont faits à l'heure actuelle, eh bien, vous imaginez l'eau que vous buvez au robinet, je vous souhaite bien du plaisir pour votre organisme. Hein. C'est avec toute la mémoire des merdes qu'il y a dans l'eau, c'est la porte ouverte à plein de choses. Maintenant, chacun à votre santé, chacun il gère son truc à sa manière. Hein. D'accord ? C'est pareil, tout est porteur d'informations. Mais c'est pas la viande ou l'eau en réalité, c'est que tout est porteur d'informations. Donc si la chose elle est porteur d'une information adaptée, vous allez vous recevoir des informations adaptées. Et si c'est porteur d'informations inadaptées, vous allez prendre des informations inadaptées. Mais vous aussi, vous êtes dans votre couple, vous pouvez être porteur d'égrégores de formes pensées qui vont démolir votre relation, si vous le prenez sous un autre angle. Hein. D'accord ? Si, je vais vous citer un exemple bateau, parce que c'est toujours plus facile à comprendre, mais si tous les jours vous dites « ouais, ma femme elle fait chier là-dessus, ma femme elle fait chier là-dessus », vous allez vous faire un casque de « ma femme elle fait chier », et puis un jour, votre femme elle va vous faire chier. Voilà, alors c'est très basique, c'est vrai, mais ça fonctionne. Vous savez, ils ont fait des tests, je crois que c'est aux États-Unis, où ils se sont aperçus que les parents qui traitaient leurs gamins d'idiots pendant toute leur enfance, quand ils arrivaient à l'âge adulte, ils étaient un petit peu plus idiots que les autres. Maintenant, hein, vous savez que notre cerveau, il a un côté conscient, comme disait Jung, mais il a un côté inconscient qui est encore plus vaste et méconnu. Hein, Jung il disait que si on veut vivre des relations adéquates, alors même au-delà du couple, hein, il faut intégrer à notre conscient notre part d'ombre. Tout pas vouloir le voir et on a tendance à l'enfouir, à le mettre de côté, alors qu'on devrait faire le contraire. Il fait partie de nous, mais on devrait l'accepter. Et le voir et l'accepter, dans votre couple, c'est un petit peu ça
à quoi sert votre couple. Il va mettre en lumière des comportements inadaptés que vous avez et que vous ne voulez pas voir. D'accord ? Par ce que vous renvoie l'autre dans votre relation, mais ça met en exergue des côtés de vous que vous ne voulez pas voir. Et là, comme l'autre, vous l'aimez au milieu de la figure, déjà, ça vous énerve. C'est pour ça qu'il y a tension. Et c'est pour ça qu'il y a crise aussi, parce que ça vous énerve doublement quand ça dure un certain temps. Et tant que vous ne le corrigerez pas, ça va vous énerver. Alors, des fois, il est plus facile de se séparer, de divorcer. Comme ça, on va rencontrer une autre, mais au bout d'un moment, elle va nous énerver aussi. Voilà, et ainsi de suite. Et ça va nous éviter de corriger. Voilà. Oui ? Non ? Voilà. Je peux dire que la médecine homéopathique allemande, c'est pareil, c'est les vibrations qui sont transmises par les produits, parce qu'à partir de cette CH, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dedans, alors que les produits qui soignent, c'est souvent... l'homéopathie, c'est ni plus ni moins que la mémoire d'une molécule dans l'eau. La mémoire vibratoire dans l'eau, dans un produit liquide. Alors le pire, c'est Korsakov, qui était le médecin de la troupe de Napoléon. Il n'avait pas le temps de faire des dilutions hahnemanniennes, donc il a fait les siennes. Et là, la façon dont il les a fait, ça fonctionne aussi, puisqu'il remplissait un flacon avec le produit, il agitait, il dynamisait. Après, il vidait, il remettait dedans de nouveau la même chose, et ainsi de suite. Mais ça convient, il utilisait ça avec l'armée de Napoléon, et ça marchait très bien. Mais la dynamisation de l'eau, c'est vieux, hein. Oui. C'est très vieux. Déjà, vous aviez je crois que c'était les druides à l'époque qui dynamisaient l'eau. Nous, on a redécouvert ça maintenant, mais c'est ancien, hein. Il a tourné de manière vortex, d'accord ? Il a laissé en vortex comme ça. Il y a certains mots, j'ai du mal à dire, pendant quelques secondes, et il a buvé directement. Un système vortex, ça existe aussi pour enlever le calcaire de l'eau, ou les impuretés. Il suffit d'agiter. Et bien souvent, les impuretés ne se... Mais c'est pareil, quand on dit enlever les impuretés, c'est pareil. On ne les enlève pas, mais on les agite pour que ça ne se pose pas. Voilà, mais c'est aussi dans les deux sens. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'une relation n'a pas qu'un côté matériel. Hein. Voilà. Et c'est comme ce que vous dites, l'eau, on enlève les impuretés matérielles, mais en même temps, mon épouse, voilà, ça marche pas. Hein. Mais on cherche aussi à enlever les impuretés au niveau, je ne vais pas dire spirituel, mais à un niveau autre que la matière. Hein. Le couple, c'est aussi un regard, je vais dire, à un autre niveau de conscience que le niveau matière. Hein. D'accord ? Le couple, il vous renvoie à des états de conscience aussi, hein, dans votre vie. Alors, après, c'est vrai que des fois, les gens me disent « Ah oui, mais lui, il a une vie cool. » Alors, je leur dis « Pourquoi ? Vous vivez avec lui aussi ?» Vous savez, les vies cool, je ne sais pas s'il y en a vraiment. Ou alors, ce sont des gens qui ont un niveau de conscience très élevé et qui arrivent à se retirer de certains contextes qui fait qu'ils ne sont plus ennuyés par certaines choses. Voilà. Moi, je connais des gens que des fois, je me demande, et c'est vrai qu'ils ont une vie un petit peu plus tranquille. Ils n'ont pas une vie... c'est pas Bouddha, hein, mais bien que Bouddha, il n'a pas une vie tranquille non plus au départ, mais ce sont des gens qui ont, je vais dire, une sagesse qui fait que ça soit dans leur relation ou que ça soit dans tous les domaines de la vie, ils sont un petit peu plus peinards que la moyenne des gens. Mais ils ont des niveaux de conscience et des ressources qui sont différents des autres. Parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Après, il peut y avoir 10 000 théories dont je ne parlerai pas, parce que ce n'est pas le but. Mais voilà, ce sont des gens, quand vous discutez avec eux, vous sortez, putain, vous êtes relaxés, c'est fou, hein. Voilà, mais ils ne font pas exprès, hein. Ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens, mais ils ont une approche de l'être et un niveau de conscience, voilà. Maintenant, plus on est dans la matière, et moins on aura un couple épanouissant. Voilà. Si vous remarquez autour de vous, j'ai des gens que je nommerai pas, des gens qui sont très fortunés et qui ont 10 millions de problèmes. Pourtant, ils sont
chargés alors ce que j'appelle moi chargés d'argent, ils n'ont aucun problème, mais aucun. Hein, pour au moins 3 générations, ils n'ont aucun problème d'argent. Et pourtant, les problèmes personnels, ils en ont 10 fois plus que la moyenne des gens. Parce que tout le temps, ils sont dans la matière. Il n'y a aucun côté évolutif chez eux. D'accord ? Eux, il faut faire ça parce que l'autre, il veut ça, moi je dois acheter ça, lui doit vendre ça, moi je veux ça, puis putain, l'autre, il a acheté le bateau, il a 3 mois, moi j'en veux 4. Allez, hop ! Les mecs, ils ne se reposent jamais. Ils évoluent pas, et arrivés à 50 ans, ils sont à l'envers. Souvent, ils ont déjà fait un infarctus. Voilà. Donc, c'est je vais dire, la bonne attitude, elle n'est pas du côté matière. Hein. Alors que ce soit dans n'importe quel côté de la vie, si vous allez dans le côté matière, ça peut fonctionner un moment, hein, parce que voilà, mais vous serez toujours insatisfait, puisque c'est le propre de l'homme d'être insatisfait. C'est pour ça qu'on avance. Parce que si on pouvait avoir un moment où on est satisfait, ben on n'avance plus. Si vous êtes satisfait, vous n'allez pas chercher les problèmes, hein, d'accord ? Vous allez vous dire, oh, t'es peinard, c'est cool, hein, voilà. Alors, l'insatisfaction est faite pour que l'on avance. C'est pour ça que moi, ça me fait doucement rire quand je vois tous ces trucs partout, là, soyez heureux, je vous coach, vous allez être heureux, machin. Moi, c'est le contraire que je mets. Je vous coach, vous allez être moins malheureux. Voilà, d'accord ? Parce que tous ces trucs qui vous vendent du bonheur, là, à tire-larigot, ça ne fonctionne pas. On n'est pas là pour être heureux. On est là pour avancer, par contre. Voilà. Alors, ce qui fait qu'on est plus ou moins aussi, c'est que dans le couple, et c'est pareil dans la vie autre, ou dans le couple, on accepte ce que nous renvoie l'autre, et on travaille dessus et on avance, ou on n'accepte pas ce que nous renvoie l'autre, et on la dégage, ou on le dégage. On commence pareil avec un autre, ou une autre. Voilà. Donc si vous voulez avancer, si vous voulez que votre couple avance, eh bien, il faut accepter ce que nous renvoie l'autre. J'ai dit accepter, je dis pas... voilà, avec lucidité et réalisme, parce qu'on est tous porteurs de bugs, et le plus difficile, c'est à corriger ses propres bugs. Hein. Et surtout à les voir, déjà en prendre conscience, c'est déjà bien. Après, il faut les corriger. Voilà. Vous avez des questions sur ce morceau-là ? Ça, après, on passe... Ça me fait penser un petit peu à la zone de confort. Il ne faut pas qu'on reste... Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, la vie, elle ne vous laisse pas dans la zone de confort. Alors, il y a une très belle image antique comme ça, où c'est un philosophe, hein, un philosophe un peu évolué pour son époque, qui disait, quand je mets ma pirogue dans une crique où il n'y a pas de vagues, j'ai l'impression d'être tranquille, mais un jour il va se passer un courant inhabituel qui va me mettre la pirogue en pleine eau pour que je puisse avancer. Voilà, c'est le même principe. Les zones de confort, ça existe peut-être pendant un moment, mais après, souvent on ne se rend pas compte, mais les zones de confort, elles sont amenées par une perception que l'on a du contexte. C'est-à-dire que c'est nous qu'on se dit on est dans une zone de confort. Mais en réalité, avant et après, vous apercevez que vous n'étiez pas dans une zone de confort. Vous voulez dire quelque chose, monsieur ? Moi, je suis en relation avec ce que vous venez de dire, mais je pense quand même qu'on peut rechercher une certaine forme de satisfaction. Je pense qu'arrivé à un certain âge, je pense que les gens ici qui ont un certain âge, on va dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, un certain âge, je pense qu'on trouve quand même une certaine satisfaction. Ça n'empêche pas de ne pas être complètement idiot, c'est-à-dire d'avoir la volonté de vouloir, comme dirait l'autre, de vouloir aller progresser, de pouvoir évoluer, de pouvoir rechercher, etc. Mais d'être quand même bien dans sa peau, satisfait et trouver que les choses vont bien. Je sais que tu n'es pas dans l'air du temps. Mais moi, personnellement, je trouve que le monde va très bien, que ça n'a jamais été aussi bien, il n'y a jamais aussi peu de morts, on n'a jamais vécu aussi bien aussi longtemps. Bon, je veux dire... on est quand même dans une certaine forme d'opulence, je dis globalement. Hein. Oui. Bon, mais c'est vrai que tout le monde actuellement, c'est bon ton de dire que rien ne va, que c'est catastrophique. Bon, ça a toujours été comme ça. Hein. Vous savez comment ça s'appelle ? Ça ? Négativisme. Non, une perception des choses. On a chacun la nôtre. Voilà. Vous avez une perception des choses qui est comme ça. Vous savez, moi ce que je dis toujours aux gens, je leur dis, on est 7 milliards là, enfin bientôt, hein, on ne rentre pas dans les virgules, mais on est 7 milliards, on va dire. Eh bien, on est 7 milliards d'êtres différents. Voilà. Donc vous concevez que on peut se satisfaire, c'est ça que vous avez dit ? Bien sûr. Voilà. Alors, dans le décodage des mots,
c'est ce qu'on pratique en naturologie, et quand on a des gens en consultation, on écoute beaucoup ce qu'ils disent et on décode les mots qu'ils emploient. D'accord ? Quand on dit on peut se satisfaire, c'est ce que vous avez dit. On n'est pas obligé d'être insatisfait comme vous dites. Voilà. Je sais bien que certaines philosophies, etc. Voilà. Voilà. Donc, l'être humain a des facultés mentales et on peut définir nos propres concepts. D'accord ? Donc, il y a des gens qui se disent, bon, ben, ça va pas trop mal, parce que vous n'allez pas trop mal en réalité. Enfin, vous vous dites que vous n'allez pas trop mal. Vous avez à manger, vous avez un toit, vous avez peut-être, vous avez le minimum vital acceptable pour être, d'après vos conceptions qui vous conviennent, d'accord ? La plupart des gens ici. Non, ça c'est les vôtres de conception, mais peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont pas les vôtres et qui se disent, moi je ne suis pas dans une zone de confort, par exemple. Chacun, non, mais ce que je veux vous dire, c'est justement, pour en revenir au couple, que le couple est fait de deux personnes différentes. Et vous ne pouvez pas mettre dans la tête de l'autre ce que vous avez dans la vôtre. C'est-à-dire de dire, moi je suis satisfait, et à peu près tous ici on est satisfait, non. Vous pouvez dire, moi je suis satisfait, et les autres, j'en sais strictement rien, parce qu'en réalité, j'en sais strictement rien. Voilà. Non, mais ça se répercute à un autre niveau dans le couple. D'accord ? Ce qui est une grande problématique du couple à l'heure actuelle, c'est que les gens conçoivent que ce qu'ils pensent eux, et ce qu'ils ont eux, l'autre ils l'ont pareil. C'est-à-dire, moi je suis fait comme ça, comme ça, comme ça, je pense ça, l'autre il pense pareil. Vous allez vous prendre des claques, parce que l'autre il est totalement différent, et il va penser totalement différemment que vous. Donc si vous êtes en couple, et que vous êtes satisfait, et que vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes conceptions, et qui dit, moi je ne suis pas satisfait, soit vous avez le premier comportement qui va dire, écoute, tu es tarte ou quoi ? Moi je suis satisfait, toi tu dois être satisfaite, regarde, on a la voiture, là maintenant, la télé, machin, donc tu dois être satisfaite. Et là vous rentrez en conflit. Vous rentrez en conflit, pourquoi ? Parce que l'autre il va vous démontrer que moi je suis différent, j'affiche ma pancarte, je ne suis pas toi, j'ai des notions différentes, il faut que tu prennes acte que je suis différent. C'est ça le couple, hein. Le couple, c'est ce que je vous ai dit, c'est deux individualités, donc deux personnes différentes qui vont faire une troisième. Si vous cherchez à mettre dans la tête de l'autre ce que vous avez vous allez à la baille. Vous êtes marié ? J'étais marié comme tout le monde. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir... oui, évident. Est-ce qu'on ne peut pas faire intervenir l'idée de globalement positif dans le couple ? Puisque la soirée, c'est quand même sur le couple. Est-ce que... c'est ça que je parle. Oui, parce que j'ai l'impression que souvent, les gens, quand on les voit... Il y a ceux qui disent ça a quand même été globalement positif. Il y a eu bien sûr du pire, de tout ce qu'on veut. Et puis il y a ceux qui disent c'est globalement négatif. Oui, mais alors philosophons, puisque c'est la philosophie du couple. Hein, alors, qu'est-ce que ça veut dire un couple qui a été globalement satisfaisant ? Alors, définissez-moi, mais très court. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens parlaient, mais je pense que... oui, non, mais quand je parle pas qu'à vous, je parle à tout le monde. Je dirais, quand ils divorcent, ils sont toujours pas bien prêts. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire globalement satisfaisant ? Il y a eu plus de positifs que de négatifs, Voilà. mais pas suffisamment pour continuer une vie ensemble. Voilà. Alors, globalement, c'est pas satisfaisant. C'est déjà pas mal, il y a eu des enfants, il y a eu... Non, mais ça s'appelle comment on dit Voilà. C'est-à-dire, dans l'absolu, j'ai pris 30 coups de fouet au lieu d'en prendre 200. Quelque part, j'en ai pris 170 de moins. Après si on intervenait dans le domaine de la philosophie du Carpe Diem, c'est déjà de vivre l'instant présent, oublier rapidement le passé et puis essayer d'évoluer. Oui, mais le Carpe Diem, comme vous dites, il n'exclut pas d'évoluer. D'accord ? On ne peut pas faire autrement. Voilà. Et dans l'instant présent, quand il y a un moment de tension ou une crise, il faut bien la régler. Alors autant la régler de manière adaptée, c'est-à-dire sans virer l'autre et de regarder en soi qu'est-ce que c'est qui fait qu'on vit ce moment de crise. Parce que c'est ça le but du couple. Hein. C'est quand on est par exemple en couple, il y a une crise, je ne vais pas lui dire, allez, dégage. Je vais dire, qu'est-ce qui fait qu'on est en crise ? Qu'est-ce que tu me renvoies ? Qu'est-ce que j'ai à travailler ? Pourquoi il y a... Voilà, déjà c'est le premier pas. Déjà si vous faites ce premier pas-là, vous êtes en période d'évolution, de progression dans votre évolution.
Si vous envoyez péter l'autre, parce qu'à chaque fois où il vous renvoie quelque chose, vous l'envoyez péter, eh ben c'est bon, vous resterez à votre stade actuel et vous pouvez y rester 200, enfin non pas 200 ans, mais vous pouvez y rester un bon moment. C'est fait pour être positif. Ah oui, on peut aussi, mais bon, ça marche pas, ça non plus. La crise, c'est normalement une évolution qui doit être positive. Oui, à condition de la gérer de manière adaptée. Parce qu'il y a un bénéfice chaque fois. Il y a plusieurs manières de traiter une crise. Hein. Une crise, s'il y a la manière adaptée de la traiter, c'est-à-dire par le regard de ce que ça nous renvoie, vous avez l'autre manière de dire, bon écoute, tu m'ennuies, et je vais, allez, au revoir. Hein. Et il n'y a plus de couple. Voilà. Et vous allez en reformer un autre, et dans l'autre, ben, quand il va se passer la même chose, vous allez dire, bon allez, au revoir. Et quand vous arriverez à 74 couples, peut-être que 75e, vous allez dire, ben, peut-être c'est moi que j'ai fait. Voilà. Enfin, c'est pareil, hein. Hein, ça marche pas non plus. Non. Enfin, c'est pas une couple, il faut être deux. Et, forcément. Donc, voilà. Le couple, c'est. Alors, ça, je vous le dis à vous, mais je me le dis à moi, d'après mes concepts, c'est dans tous les outils et dans tous les contextes que je peux rencontrer depuis 30 ans que je consulte, ben c'est, je vais dire, le plus performant. Si on veut travailler sur soi, hein, si on ne veut pas travailler sur soi, c'est le plus chiant. Voilà. Et là, il est non épanouissant à 200%. Maintenant, il se rajoute un facteur à ça, c'est les enfants. Voilà. Alors là, les enfants, c'est encore, ça amplifie le côté renvoi de ce que nous renvoie l'autre par l'intermédiaire des enfants. Hein, c'est-à-dire qu'il y a chez l'être humain, mais ça n'engage que moi, hein, c'est pas dans la littérature, c'est par expérience. Chez l'être humain, il y a la première fonction, c'est-à-dire inconsciemment, quand on arrive à un certain âge, on va rencontrer une femme, parce qu'on doit perpétrer la race. Ça continue, ça, on ne l'a pas oublié depuis le Néandertal et bien avant. Hein, il faut quand même perpétrer la race. Voilà. Donc, quand on arrive à un certain âge, on commence à voir les hormones, on n'en peut plus, et notre inconscient nous dit, allez, il faut que tu perpétues la race, et vite. Voilà. Donc, on va arriver dans la deuxième partie, donc on va rencontrer une femme, on va faire une famille, tout ça. Alors maintenant, ça se passe un peu plus souple par rapport à avant. Avant, dès qu'on était en âge, on faisait des enfants parce qu'on devait faire des enfants, et le reste, après, tout le monde se démerdait comme ça pouvait, au tout va là. Hein. Voilà. Alors maintenant, comme on évolue, eh ben, le couple il évolue, on crée des structures, les enfants sont dans un milieu familial, alors comme dirait monsieur, à peu près satisfaisant, selon certains concepts. Voilà. Et puis tout ça. D'accord ? Voilà. Donc, mais les enfants, c'est aussi porteur de ce que l'on est. D'accord ? De par l'éducation qu'on va mettre en place, et parce que nous renvoient nos enfants. Vous voyez bien, vous voyez bien, non peut-être pas, vous voyez peut-être pas, mais quand les parents sont porteurs de problèmes, de comportements inadaptés, eh bien, ils les retransmettent aux enfants, hein, d'accord ? Et de par ce que nous renvoient les enfants tout au long de leur vie, quand ils sont avec le couple, ils sont aussi porteurs d'images et de renvois. Ils sont notre miroir de nos problèmes. Hein. Moi, j'interviens des fois dans des familles où c'est parfois très difficile, où il y a un non-respect, une agressivité. Vous savez, ça me fait un peu penser à... Je fais un peu de nuit d'enfer. Voilà, j'arrive des fois dans des familles où les parents, ils n'ont plus d'autorité, mais c'est pas la faute des enfants. Hein. Alors on fait des séances, on discute, tout ça. Je leur dis, mais c'est pas la faute des enfants. C'est vous qui avez lâché votre rôle. Et les enfants, eux, ils cherchent les limites. Donc par la recherche de limites, eh ben, ils enfoncent le couple, hein, père et mère compris. Hein. Et c'est très long et c'est très difficile à remettre en marche, hein, quand on y arrive. Hein. D'accord ? Donc, tout ça, c'est porteur pour vous.
et pour l'autre. Mais en l'occurrence, je parle à la place de chacun. C'est le couple, la quintessence du couple, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus difficile à réussir dans la vie parce que ça nous demande un travail à nous très, très, très important. Voilà. Et ça nous bouscule de manière quotidienne, je veux dire. Tout ce qui se passe dans un couple devrait être regardé avec un œil évolutif. Et si vous le regardez avec un œil évolutif, vous avez intérêt de prendre de la verveine et de la camomille. Parce que des fois, ça fatigue. D'accord ? Mais c'est réel, c'est formidable ce que ça peut faire évoluer un couple. Bon, après, ça n'exclut pas les moments sympas, les folles nuits d'amour, aller faire de la raquette à Oran et je ne sais quoi. Non, après, c'est pas sur ce plan-là. Hein. Si je parle sur un plan évolutif, ça n'exclut pas les repas au restaurant, tout ça, mais chaque contexte d'un couple est révélateur de quelque chose qu'il est utile de travailler. Vous avez jamais vu ces couples où, je sais pas, vous arrivez à la station d'essence, vous entendez le mari, t'as pas pris la carte bleue, putain, je t'avais dit, voilà, ben, tout ça, ben, là-dedans, il y a toujours quelque chose à travailler, d'accord ? Il y a plein, dans toute situation, dans tout contexte et dans tout domaine, il y a quelque chose à travailler. Voilà. Et c'est l'endroit, plus que le travail, plus que tout ce que vous voulez, c'est vraiment le domaine où on peut évoluer le plus. Voilà. Et le bonheur, il viendra après, quand on aura bien évolué. Voilà. Parce que mais c'est vrai, les gens, en fait, beaucoup de gens qui viennent me voir me disent mais moi je veux être heureux. Alors c'est difficile de leur dire mais le bonheur c'est quoi? Alors surtout que les gens attendent le bonheur de l'extérieur, donc de l'autre. Alors vous êtes en couple, ben les gens quand ils vous parlent, ils attendent le bonheur de l'autre. Hein. Ils disent attends, si je suis avec ma femme, c'est parce que je veux être heureux. Alors, quand vous allez leur dire que justement c'est pas le contraire, mais elle va vous renvoyer des choses qui ne vont pas vous faire forcément plaisir, les gens, ils ont, au départ, après ils comprennent, mais au départ, ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal à concevoir que déjà le bonheur, il est en soi. Hein. Le bonheur, on ne peut pas, rien de l'extérieur nous amènera, si le bonheur tel que l'on l'entend, le bonheur, on ne peut pas le ramener de l'extérieur à soi. Le bonheur, il est en soi. C'est en travaillant sur soi qu'on peut être heureux. Et non pas en ayant des tonnes de comptes bancaires ou autre matérialité. C'est vrai que ça aide, hein. Il vaut mieux, comme disait, je ne sais plus quel philosophe, je ne sais plus lequel c'est, mais qui a dit il vaut mieux être malade et riche que malade et pauvre. Hein. C'est sûr. Il vaut mieux être à la clinique Saint-Georges que... Hein, voilà. Mais je ne connais pas dans un dispensaire, hein. Ça je suis d'accord, mais c'est ni plus ni moins que du matos. Hein, c'est que du matériel, mais le bonheur il vient pas de l'extérieur. Tous les gens qui attendent le bonheur de l'extérieur, ils peuvent attendre. Hein. Ça n'arrivera pas, hein, parce qu'ils vont toujours chercher, d'accord. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont pas satisfaits, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en chercher encore un peu plus. Ou le mec il a 300 DVD, il fait la collection. Les collectionneurs, ce sont des éternels insatisfaits, donc ils ne seront jamais heureux. Ils ont 4000 CD, ils en veulent 4001. Et ben voilà. Le couple, c'est pareil. Si vous ne travaillez pas sur vous, vous allez changer la personne à chaque fois. Et à chaque fois, ça ne va pas aller. Après, je vous rassure, quand vous arrivez à un certain niveau de compréhension de qui vous êtes, après vous avez des relations qui sont plus sympas, hein, qui sont plus agréables, je veux dire, et qui sont plus synergiques. Hein, vous trouvez justement de la synergie qui va vous faire avancer encore un petit peu plus avec des contextes moins difficiles. Vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Alors c'est rare ça, hein? C'est très rare qu'il n'y ait pas de questions. Bon, ça fait réfléchir. Ben oui. Mais bon, quand on réfléchit, normalement, on a des questions. Alors ces couples qui disent nous, on aime manger des frites, nous, on aime... Déjà, quand on dit nous tout le temps, ça ne fonctionne pas. C'est les
quand les deux le disent, qu'est-ce que ça... Ben, ça fonctionne pas, c'est qu'ils sont pas dans des individualités qui forment un couple. Ils sont dans une fusion. Et les fusions perdent son identité. Et si on perd son identité, on n'évolue pas. On ne progresse pas dans son évolution. Et si on ne progresse pas dans son évolution, on stagne au mieux. Et au moins bien, ben, le jour où ils se séparent, ils vont être très malades. Parce que justement, ils vont perdre. Vous savez, vous avez entendu des gens comme ça qui disent « Ah, quand je me suis séparé, j'ai perdu une partie de moi-même. » D'accord ? Ben, ceux-là, ils sont très malheureux. Hein. Parce qu'en réalité, l'autre, c'est pas une partie de soi. Hein. D'accord ? C'est un autre. Mais en aucun cas, c'est comme quand on dit ça, c'est comme si quand on perd l'autre, on perdait un bras ou une jambe. Hein. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle des couples de besoins. Hein, c'est-à-dire, j'ai un trou en moi et je le comble en trouvant ce qui me manque chez l'autre. Et quand l'autre il s'en va, ben, je retrouve mon trou. Et bien forcément, je suis très pas bien. Parce que c'est vrai qu'une séparation, c'est pas sympa. Il n'y a rien de sympathique dans une séparation. Mais ça ne doit pas être... c'est pas mortel une séparation. Une séparation, c'est quelque chose qui se finit. Et voilà, c'est la fin de quelque chose. Mais c'est pas quelque chose de vous. Moi, je vois des gens, ils sont dans des états, mais ils se sont perdus eux parce que eux, c'était l'autre. Donc quand l'autre il est parti, ben eux, ils sont plus rien. Ils sont dans un état lamentable, puisque c'est eux qui sont partis, ils se retrouvent tout vides. D'accord ? Donc ça prend du temps pour leur expliquer, les informer que tout plein de choses et qu'en réalité, non, ils sont toujours là. D'accord ? Donc vous avez plein de cas de figure dans le couple. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, si vous voulez faire un couple qui soit synergique, eh ben, il faut déjà travailler sur soi. Et si vous voulez un couple qui soit épanouissant, il faut déjà que vous soyez entier. Voilà. Il faut que vous soyez dans la complétude. Voilà. Et la première démarche, c'est de bien se connaître. Et personne ne se connaît réellement. Si vous ne faites pas un travail sur vous, tout le monde pense se connaître. Quand je pose la question aux gens, qui c'est qui pense se connaître ? Ah, moi, je vous connais, moi. Puis quand vous les écoutez, ils ne se connaissent pas du tout. On est rarement dans la réalité parce qu'on a tous des filtres devant les yeux et on voit à travers ces filtres. Depuis qu'on est tout petit déjà, peut-être. Ou peut-être plus tard, qu'on a acquis qu'on a acquis par l'école, qu'on a acquis par le travail, qu'on a acquis par la société qui vous formate, se connaître. Ce qui est différent, et en plus, ce qui est encore un petit peu plus ennuyeux, c'est qu'ils ne se voient pas avec les yeux de la réalité. Ils sont souvent dans des concepts personnels, d'accord ? Ils croient être dans la réalité, mais ils n'y sont pas, puisque quand ils vous expliquent ce qu'ils vivent, déjà dans leurs relations, dans leur couple, vous voyez bien qu'ils ne sont pas dans la réalité des choses, puisqu'ils ont des moments de tension et des moments de crise qui montrent qu'ils ne sont pas dans la réalité des choses. Voilà, mais c'est sûr que c'est très difficile, puisque on a des filtres. Il faut imaginer qu'on a des filtres devant les yeux et qu'on voit depuis 40 ans à travers ces filtres. Donc pour nous, c'est normal. Tous beaucoup moins bien que ce que vous... À ce moment-là, on ne se sépare pas quand on devrait se séparer, et le contexte horrible, il arrive après ce moment-là. Parce que comme on reste pour des raisons non licites, eh bien, il arrive tous les contextes, on ne se supporte plus, on ne peut plus se voir... Et tant qu'on ne se séparera pas, ben ça va s'amplifier. Mais c'est parce qu'on n'a pas un comportement adapté. Vous savez qu'il y a beaucoup de philosophes, ils se meurent. Et comme on n'est plus éduqué à la mort, on a du mal à l'accepter. Déjà par l'ego, pour certains, et d'autres, parce que c'est représentatif de la fin. Et pas inconsciemment, dans notre mémoire inconsciente, c'est représentatif d'une certaine mort. Et la mort, on la vit très mal, parce qu'on n'est plus éduqué. Dans les sociétés anciennes, de tout petit, on assistait à la mort, on était au courant qu'on était mortel. C'est pour l'éternité. Ça n'existe pas non plus. C'est pour ça que je vous parle de réalité et de filtres. Vous avez des filtres sociétaux, pour ceux qui sont judéo-chrétiens, où on vous disait que le mariage c'est pour la vie. C'est une fumisterie. Mais la vie durait 35 ans à l'époque. Voilà, bon, peut-être.
Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a tous des concepts, on a tous des filtres de par notre éducation, notre milieu de vie, notre milieu social, tout ça, l'école, le cursus scolaire qu'on a eu, tout ça. Et de ce fait, on voit ça à travers tous ces filtres. Et forcément, on n'est pas dans la réalité. Tous les gens, moi j'ai des gens qui viennent me voir en naturo qui me disent « Oh ben putain, je sais pas, moi je pensais qu'on vivait en bonne santé et que la santé c'était un acte. » Donc, sachez que chaque crise, au lieu de le prendre de manière, de pas la bonne manière, pensez que chaque fois que vous aurez une crise dans votre couple, ben c'est bénéfique. Vous allez voir comme la vie elle va changer. C'est vrai, quand vous avez une crise, vous dites, bon, qu'est-ce que j'ai à travailler? Et déjà, partant de ce principe, ça apaise la crise, parce que vous allez avoir un regard d'ouverture, et par ce regard d'ouverture, l'autre, il va le sentir. Et ça va le calmer aussi. Et peut-être il va se dire, bon, lui, il regarde, ou elle regarde, je ne mets pas toujours au masculin, mais je vais me faire engueuler, mais... Voilà, et chacun va regarder que si vous rentrez, entre guillemets, si vous rentrez dans la résistance, ce qu'on appelle nous dans notre métier, dans la résistance, et l'autre il va résister aussi en face. Et là vous allez, ça va monter crescendo. Tout ce qui est refus et résistance dans le couple, c'est à bannir. Vous voulez avancer, vous voulez avoir un couple sympa, enlevez le refus et la résistance. Et surtout, la dernière chose dont je vais vous parler, c'est la prise de conscience de la différence. Le couple, c'est la plus grande et la plus belle, et là pour une fois je dis la plus belle école de la prise de conscience de la différence.